Je voudrais vous parler de la trace, et pas de n'importe laquelle, mais de la trace qui est au-delà de l'art. Et ce dont je vais vous parler s'appelle la trace expression. La trace expression est née, elle s'est développée dans sa plénitude dans le clos-lieu. Elle est un phénomène sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les hommes ont, depuis des temps les plus éloignés, tracé pour montrer, pour perpétuer, avec les moyens à leur portée et sur des supports choisis parce qu'ils étaient appropriés, c'est-à-dire à l'abri des intempéries ou des menaces accidentelles. Nous ne connaissons pas les motivations qui ont conduit les hommes à fixer par des images des faits auxquels ils voulaient donner une durée. Mais il est permis de supposer qu'il les destinait au regard de ceux qui les contempleraient et que leur motivation n'était pas seulement la délectation de les produire. Cette fonction de montrer est devenue la fonction majeure, voire exclusive de la trace. On a dit que les images sur les parois rocheuses constituent l'enfance de l'art. Chaque culture a laissé des traces en des images faites pour montrer, pour perpétuer, pour glorifier par des traces aussi explicites que possible. L'acte de tracer avait pour objet de montrer. D'ailleurs, quel est le mot courant pour en parler? C'est dessiner, c'est-à-dire désigner. Jusqu'à l'invention de la photographie, l'image tracée était le seul moyen de représenter, c'est-à-dire de faire voir. L'image a ainsi joué le rôle de s'adresser à un spectateur, autrement dit de relier un émetteur à un récepteur. Vous ne connaissez pas de trace qui joue un autre rôle. Le clos-lieu a révélé une trace d'une autre nature que celle de la trace communication. C'est la trace expression. C'est d'elle que je veux vous parler. C'est le clos-lieu qui l'a rendu possible, ce lieu que j'ai créé il y a 75 ans pour des raisons uniquement pratiques et sans pressentir ce rôle, cette autre vertu. Je vais vous raconter cette aventure. J'avais été employé dans un foyer pour orphelins de guerre et chargé de développer leurs aptitudes artistiques. Je disposais de peu de moyens, c'était à la Libération. On m'a installé dans une petite pièce dotée d'une table entourée de chaises. Elle a été photographiée, donc je peux vous l'évoquer par quelques images. J'avais donc distribué de très petites feuilles de papier et de quoi tracer. Un jour, cependant, un enfant a voulu faire un tableau plus grand. Mais une grande feuille ne pouvait pas tenir sur le plateau de la table. J'ai eu alors l'idée de la fixer sur le mur. D'autres enfants voulaient en faire autant. Alors j'ai éliminé le mobilier devenu encombrant et j'ai fixé toutes les feuilles sur les murs. Et pour gagner encore de la place, j'ai recouvert même les fenêtres pour aussi y installer des feuilles. Par chance, cela a été photographié et je peux vous y faire assister. Les tableaux devenaient de plus en plus grands. Certains montaient jusqu'au plafond. C'est ainsi, pour des raisons seulement pratiques, que j'ai créé cet espace fermé, cet enclos. Et c'est plus tard
que j'ai constaté quelles étaient ses vertus. C'est donc ainsi qu'est né le clos-lieu. Je l'ai reproduit quand quelques années plus tard, je me suis installé en ville dans ce lieu qui a accueilli 150 enfants chaque semaine. J'ai très vite constaté que les tableaux nés dans ce lieu ne ressemblaient pas à ce qui se produisait ailleurs, à la maison, à l'école, dans des institutions de soins. Quelle était la cause de cette différence? C'est l'aménagement, bien sûr, l'aménagement du lieu où se produit la trace. Cet enclos, cette protection contre tout ce qui assaille ordinairement la personne favorise ce qui émane d'elle. Il faut indiquer que la personne n'est pas retranchée dans un isolement. Elle partage cette absolue quiétude avec tous ceux qui sont présents dans cette situation paradisiaque. Cette communauté n'est pas restrictive, mais au contraire, une incitation à l'autonomie. C'est dans ces conditions que s'affirme la spontanéité. La spontanéité, une nécessité brimée au quotidien qui, dans le clos-lieu, trouve son épanouissement. Je veux vous familiariser avec les composantes de la formulation. Sa connaissance à elle seule est enrichissante et elle a des conséquences comportementales. Vivre la formulation est une aventure que l'on souhaite à chacun. Vous saisirez la dimension de cet enrichissement lorsque je vous aurai fait savoir ce que la formulation permet d'exprimer. Je pose souvent la question à des visiteurs: quel est votre souvenir le plus ancien? Chacun s'interroge pour arriver à une réponse. Quelqu'un dit: je devais avoir 4 ans, ou lorsque j'avais environ 3 ans. Personne n'a de souvenir de ce qu'il a vécu avant 2 ans. Ainsi que la neuroscience nous le confirme aujourd'hui. Force est de constater que notre souvenance a une portée limitée. Elle ne va pas au-delà de 2 ans. Cela veut dire que tout ce qui a précédé dans notre vie nous échappe. Mais bien des événements importants s'y sont produits. La période fœtale, la naissance, les premières années qui ont succédé à notre entrée dans le monde, tout cela nous échappe. Nous n'avons pas de commencement tangible. Je dis que nous sommes comme un livre dont les premières pages ont été arrachées et nous commençons sa lecture à la page 30. Il faut savoir qu'à côté de cette souvenance incomplète, nous possédons aussi une mémoire. Je l'appelle la mémoire organique. Elle accompagne toute notre existence depuis son début et cette mémoire a même son moyen d'expression, la formulation. La formulation a la vertu extraordinaire de nous mettre en relation avec notre origine. Je dis, elle nous reconduit au paradis dont nous avons été expulsés. Vivre la formulation, c'est retrouver son origine. Est-ce que vous mesurez l'importance de cet événement, notre accomplissement? Voilà ce que je me dois de faire savoir. La trace n'a pas, comme on le prétend, un commencement qui serait le gribouillage. Certains appellent cela plus aimablement des gribouillis, mais un double commencement. Les gyroulies et les punctili. Un jour,
j'ai voulu faire un inventaire de tous les éléments de la formulation que j'avais décelés. J'y ai placé certains, même la plupart, mais non pas la totalité. Certains éléments énumérés restaient sur la touche. Je n'arrivais pas à les placer. Cela m'intriguait. Mais très vite, j'ai résolu mon problème en découvrant que la formulation n'a pas un commencement, mais deux commencements. À côté des gyrolis, il existe les punctili, qui résultent d'un ardent tapotement. Lorsque je l'ai constaté, j'ai pu suivre leur cheminement et tous les phénomènes que j'avais inventoriés se plaçaient dans un parfait enchaînement. C'est ainsi qu'apparaît un code parfaitement cohérent qui comprend et explique tous les aspects de la formulation. Des gyrolis, par un geste devenu plus assuré, est issue une trace arrondie et ensuite, sa fin rejoignant son commencement, il se forme une figure, la figure ronde. Tandis que du côté des punctili a lieu une évolution qui passe par une multitude de traits dont se dégage un seul trait, un trait qui coule de haut en bas à travers l'espace. Il se combinera par la suite avec d'autres traits et il va former diverses figures. Je vous en montre quelques exemples ici. Et puis, voici un rassemblement de pétroglyphes préhistoriques, des figures primaires de la formulation. Comme toutes les figures primaires, il est vraisemblable que ces figures ne représentent rien. Mais même si éventuellement celui qui les a tracées a considéré que ce sont des images, il n'est pas moins vrai qu'elles appartiennent au répertoire de la formulation en tant que figure primaire. La figure rayonnante est issue de la figure ronde. À côté de la figure rayonnante naît l'arête. L'une suscite l'autre, comme si elles étaient liées par un pacte secret dans cette succession-là ou dans une autre. Quelques autres exemples dans les traces de la préhistoire. Tout comme dans la formulation qui se produit par le jeu de peindre. Et aussi des exemples provenant de populations lointaines auprès desquelles j'ai séjourné dans le cadre de mon activité d'exploration scientifique qui démontre l'universalité de la formulation. Je vous emmènerai à travers le monde dans des contrées lointaines, le Canada, la Mauritanie, le Pérou, le Niger, l'Afghanistan, l'Éthiopie, le Guatemala, le Mexique, la Nouvelle-Guinée. L'étude de la formulation comprend un long chapitre traitant de l'espace, dont je vais extraire un aspect qui figure dans la partie basse de ce tableau schématique. Et il concerne
ce qui s'appelle les limites restrictives. Voici l'arcade dans 20 tableaux de divers enfants. Et je vous montre pour la comparaison des exemples empruntés au domaine de l'art où ces éléments de la formulation se sont égarés et d'où je les ai tirés pour réanimer leur rôle inconnu. Ici, l'entonnoir dans le jeu de peindre. Dans la représentation du baptême. Autre trace qui nous intéresse à ce propos, 16 exemples du rétrécissement. Et le même rétrécissement dans ces tableaux de baptême. Le contenant. Et aussi le contenant rayonnant. Autre phénomène, la divergence, que je vais vous montrer également. Parmi les divers rôles du chemin que vous voyez sur ce tableau, voyez dans la deuxième ligne, en partant du haut, la divergence. Des exemples pour illustrer ce phénomène. Premièrement, des chemins. Deuxièmement, les jambes du personnage. Et troisièmement, la queue de la sirène dans un chapiteau roman, et je vous en montrerai d'autres encore. D'autres exemples de jambes divergentes et de sirènes. La formulation est composée de 70 éléments, dont 2 couleurs, le jaune associé au rouge et d'autre part le bleu. Il s'agit donc de l'espace de lumière et l'espace d'eau. Je l'évoque ici pour vous faire assister à leur naissance et à leur amplification. Le phénomène de la lumière dans l'art, sa naissance et puis son amplification. Et d'autre part, l'espace d'eau, souvent illustré par l'arche de Noé. Après les figures primaires apparaît la longue période des objets-images. Je l'illustre par quelques exemples. La maison et son chemin. Et plus tard, un autre moment dans l'évolution, le chemin espace. Le chemin peut envahir tout l'espace et même susciter
sa totale dilatation. C'est ce que je vous montre ici dans ces images du clos-lieu. L'expansion. Dans le domaine de l'espace, voici donc ce phénomène. Il apparaît dans l'allongement d'une rivière. Ailleurs, l'expansion peut motiver la croissance d'un objet, par exemple d'un personnage ou d'un chemin. Un chemin peut devenir un labyrinthe. La dilatation de l'espace peut prendre des proportions impressionnantes. Vous voyez cela dans les exemples qui défilent devant vos yeux. 3 mètres de haut et 2 mètres de large. À la suite des figures primaires que j'ai mentionnées et des objets images qui leur succèdent, naît une troisième période, celle des figures essentielles. Je ne peux qu'évoquer ici ce puissant phénomène de la formulation. C'est un rythme, il n'est pas dicté par la raison, mais issu d'une nécessité qui s'accomplit dans une énergie à l'état pur. Peut-être avez-vous été surpris par ces révélations. Maintenant, elles vous étonnent déjà moins et vous avez envie d'en savoir davantage sur la formulation. Cette démonstration transforme votre rencontre avec la trace. Peut-être que vous aurez un nouveau regard, même sur des icônes. Votre regard sur la trace de l'enfant sera différent, enrichi d'un sens nouveau. Peut-être la vivrez-vous dans le clos-lieu, ou bien vivrez-vous les effets du jeu de peindre à travers votre enfant. Peut-être voudrez-vous en savoir plus sur cette pratique et cette science, ou même en faire un métier. C'est ce que proposent mes cours de formation. La connaissance de la formulation prémunit contre tout étonnement. La formulation va faire partie des pratiques. Elle transformera les mœurs de la société, une société qui doit se substituer à celle de la consommation et de la compétition. Une société renouvelée. Je suis heureux d'avoir pu vous accompagner dans cette exploration de la formulation.